J'ai demandé au gouvernement d'être mobilisé pour que, d'une part, cela renforce nos armées le plus rapidement possible, et d'autre part, que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. Mais ce que je retiens de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, c'est qu'il a surtout préparé les esprits à une économie de guerre. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Les évolutions de cours de bourse depuis le début de l'année des principaux fabricants d'armes européens. Thales, plus 84%, Dassault Aviation, plus 52%. De nouveaux investissements qui exigent de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics, sans que les impôts ne soient augmentés. C'est une décision historique pour l'Europe. Les 27 se sont mis d'accord ce soir à Bruxelles pour muscler la défense européenne. Ils ont dit oui au plan qui prévoit d'investir 800 milliards d'euros. Il y a un débat qui est de savoir si nous préférerions financer notre dépense publique auprès des Français directement ou sur les marchés financiers. Quels sont les besoins de nos industriels de la défense ? Le 5 mars dernier, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français depuis l'Élysée pour répondre à ce qu'il appelle leurs inquiétudes légitimes, dans un moment où la Russie est devenue, a-t-il expliqué, une menace pour l'Europe. Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Dans cette allocution principalement consacrée au renforcement de la défense européenne contre cette menace russe, le chef de l'État français a notamment déclaré qu'il souhaitait, je cite, « renforcer nos armées le plus rapidement possible ». Pour que, d'une part, cela renforce nos armées le plus rapidement possible, et d'autre part, que cela accélère la réindustrialisation dans toutes nos régions. Nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires qui sont désormais devenus indispensables. Cet effort, a-t-il précisé, de mobiliser des financements privés, mais aussi des financements publics. Avec toutefois une condition, sans que les impôts ne soient augmentés. Par conséquent, a ajouté le chef de l'État, il faudra des réformes, des choix et du courage. Sur toutes nos politiques publiques, nous ne pouvons pas avoir les mêmes débats que naguère. Il a dit sur un ton extrêmement grave qu'il faudra faire des sacrifices, qu'il faudra faire des réformes structurelles pour financer la guerre. Donc moi, je pose la question ce matin. S'il refuse d'augmenter les impôts des plus riches pour financer la guerre, alors quels vont être les sacrifices sociaux qui vont en découler ? Est-ce qu'on va demander aux Françaises et aux Français de travailler jusqu'à 70 ans comme le veut le président du MEDEF ? Est-ce qu'on va prendre de l'argent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans notre système de protection sociale ? Dans la suite de son allocution, il a proclamé qu'il ne suivrait qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, et que son seul et unique objectif était, ouvrez les guillemets, de défendre la démocratie, une certaine idée de la vérité, une certaine idée d'une recherche libre. Du respect dans nos sociétés, une certaine idée de la liberté d'expression qui n'est pas le retour des discours de haine, au fond une certaine idée de l'humanisme. Puis il a conclu en lançant ce vibrant appel à la mobilisation des Français. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires et les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Il ne tient qu'à nous, que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle s'appuie sur la pauvreté et l'ignorance. En principe, l'effort de guerre a toujours pour but de conserver la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'oligarchie contre ses propres sujets. Et son objet n'est pas de remporter la victoire sur l'Eurasia ou l'Estasia, mais de garder la structure même de la société intacte. Comme toujours avec Macron, il y avait beaucoup de mensonges et de tromperies dans ce ronflant discours. Lorsqu'il prétend par exemple ne suivre qu'un seul cap, qui serait celui de la volonté pour la paix et la liberté, c'est un gigantesque bobard. Dans la réalité, en effet, il n'a cessé, depuis son élection à la présidence de la République, de vendre des armes à des autocrates sanguinaires,
Pour ne rien dire de l'immunité accordée par la France au Premier ministre israélien, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais c'est quand il prétend défendre la démocratie que le chef de l'État ment le plus effrontément. Car dans le monde réel, Macron n'est pas du tout le défenseur de la démocratie, il est au contraire son fossoyeur. Au mois de juillet dernier, par exemple, on va le répéter encore une fois, il a confisqué le résultat d'une élection démocratique remportée par une coalition de gauche qui s'était engagée auprès de ses électeurs à abroger la réforme des retraites de 2023. Puis il a nommé un Premier ministre de droite qui n'avait aucune légitimité et qui s'est à son tour entouré de ministres d'extrême droite comme Bruno Retailleau, lequel s'est empressé immédiatement après son installation au ministère de l'Intérieur de s'attaquer à l'état de droit qui est précisément l'un des piliers des sociétés démocratiques. Mais avant cela, Macron avait déjà fait la preuve de son incommensurable mépris pour la démocratie en neutralisant le Parlement pour imposer par la force en 2023 cette réforme des retraites dont l'immense majorité des Français ne voulait pas et que la gauche aurait abrogée si elle ne s'était pas fait voler sa victoire par ce très curieux démocrate au lendemain des dernières élections législatives. 2 ans plus tard, le gouvernement prétend vouloir améliorer la dite réforme en la soumettant à une nouvelle discussion avec les syndicats. Mais quand Macron proclame qu'il souhaite réduire certaines dépenses publiques pour investir massivement dans ce qu'il appelle le renforcement de nos armées sans augmenter les impôts, cela signifie très concrètement que ce sont une fois de plus les retraités qui vont notamment faire les frais de ces nouveaux choix budgétaires, tandis que les Français les plus riches ne seront pas concernés par ce tour de vis, puisqu'il n'est donc pas question d'augmenter par exemple leur taux d'imposition. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, l'avait d'ailleurs énoncé de façon très distincte en expliquant le 21 février dernier qu'il faudrait, je cite, « sans doute que les Français travaillent plus longtemps pour financer de nouveaux investissements militaires ». Et le très dogmatique président du Conseil d'orientation des retraites vient de le confirmer en écrivant dans un article publié le 5 mars que l'entrée progressive dans une économie de guerre rendra secondaire, sinon dérisoire, les débats actuels sur l'âge d'ouverture des droits à la retraite à 64 ans, et que la question deviendra plutôt comment augmenter cet âge de départ au-delà des 64 ans décidés dans la loi de 2023. Bien évidemment, le commentariat dominant trouve l'idée de faire payer les retraités tout à fait excellente. Dans un article publié sur son site lundi dernier, le journal Le Figaro se réjouissait par exemple que la nécessité d'accroître les dépenses de défense de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an apporte de l'eau au moulin des défenseurs du travail et plus, qui sont, grâce à ce contexte extrêmement favorable, de plus en plus audibles. Fin de citation. Le même jour, le même journal a également publié une chronique de l'éditocrate Nicolas Bavrez, qui est depuis plusieurs décennies la sentinelle du patronat, et qui écrit cette fois-ci que la seule solution permettant de procéder à l'indispensable réarmement de la France consiste à réorienter massivement les dépenses de l'État-providence vers la défense, tout en transformant le modèle économique et social de notre pays pour renouer avec la croissance, la compétitivité et le plein emploi. C'est-à-dire en donnant de grands coups de hache dans les aides sociales. Naturellement, aucun de ces 2 articles ne précise que le propriétaire du Figaro est l'un des principaux marchands d'armes français, le groupe Dassault, qui est déjà gavé par l'État de gigantesques aides publiques et qui a bien sûr tout à gagner à une augmentation du budget de la défense. L'hebdomadaire La Tribune dimanche appartient quant à lui au milliardaire Rodolphe Saadé, qui vient d'annoncer sous les applaudissements de Donald Trump qu'il allait investir 20 milliards de dollars aux États-Unis et qui n'éprouve donc aucune gêne à commercer avec ce complice de Vladimir Poutine. Today we're delighted to be joined by Rodolphe Saadé, the chairman and CEO of CMA CGM, one of the largest shipping companies in the world, probably number 2 in the world. And I'm thrilled to announce that he's going to be investing $20 billion into the United States because of the election. Mais sans surprise, le directeur délégué de la rédaction de La Tribune dimanche pense, comme ses confrères du Figaro, et comme il l'écrit dans son dernier éditorial, que la victoire contre ce même Poutine nécessite un effort. Et il se félicite chaudement que les Français semblent prêts à accepter des sacrifices pour doter notre pays des moyens nécessaires à une augmentation importante du budget militaire, même s'il se demande avec un peu d'inquiétude si les retraités seront assez raisonnables pour consentir, je cite encore, à une désindexation de leur pension sur l'inflation, et si les actifs seront assez réfléchis pour sacrifier quelques jours de RTT. Car, conclut-il, on sait bien que souvent, les exemplaires, ce doit être les autres. Ce dernier constat est tout à fait vrai,
Et il faut reconnaître que les employés des milliardaires qui investissent chez le partenaire américain de Vladimir Poutine, pendant que leurs journaux profitent du calvaire de l'Ukraine pour réclamer toujours plus de patriotisme et de sacrifices aux Français les plus modestes, sont les mieux placés pour le savoir. La guerre, c'est la fête. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Merci d'avoir suivi cette chronique. À jeudi prochain. If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.